Ça marche? Ça va. Super. Voilà. Et donc, bonsoir et donc merci pour cette invitation. Je voulais qu'on discute ce soir en fait un protocole qui a été récemment publié dans la revue Thorax par le groupe de Groningen aux Pays-Bas, qui a été publié donc par Mark Druiverman et Peter Vishkin et qui s'intéresse à l'installation de la VNI à l'hôpital, pardon, l'installation d'une VNI pour des patients BPCO à l'hôpital versus à domicile. Donc, c'est un essai en fait, qui est un essai de non-infériorité. Et il m'est apparu intéressant de discuter de cette notion de non-infériorité avec vous. Alors, comme vous le savez, évidemment, la mise en route d'une VNI, elle nécessite du personnel formé, un lieu, un cadre, du personnel, du matériel et une organisation du suivi. On a plusieurs situations pour installer plusieurs lieux pour installer une ventilation non invasive. On a l'hôpital, une hospitalisation de jour possiblement, donc une hospitalisation complète, une hospitalisation de jour. On peut aussi installer des VNI en consultation éventuellement. Et maintenant, on va se discuter donc l'installation de la VNI au domicile du patient. Pour l'instant, en France au moins, dans d'autres pays je ne sais pas, mais en France au moins, on est finalement régi par ce fameux texte qui s'appelle la liste des produits et des prestations remboursables, qui sur la VNI n'a pas réellement évolué depuis le 23 décembre 1998. Et donc, ce texte que vous pouvez relire, hein, donc il y a des petites évolutions, mais pas d'évolution majeure, vous pouvez le télécharger à cette adresse-là. Et ce que nous dit ce texte, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a deux forfaits principaux de ventilation non invasive et qu'un patient pour un prestataire de santé, par exemple, peut être pris en charge au domicile après hospitalisation en service spécialisé qui permet d'accueillir les malades qui vont être mis sous assistance ventilatoire. Et donc, pour l'instant, ce texte fait et entre guillemets, et la recommandation, pas la recommandation, mais la réglementation pour installer une BNI. Et donc, ça se fait normalement après hospitalisation en service spécialisé. Alors, il n'est pas précisé une hospitalisation complète ou une hospitalisation de jour, voilà, mais c'est après hospitalisation. En 2012, la CNEDIMS, qui est un organisme la CNEDIMS, qui est un organisme de la HAS, qui est une sous-unité de la HAS, si je puis dire, eh bien, un groupe de travail avait écrit pour réviser les catégories homogènes des dispositifs, un texte sur la ventilation mécanique. Et ce texte, donc, qui a été publié le 20 novembre 2012, envisageait pour la première fois la possibilité de mettre en place une ventilation non invasive au domicile du patient. Ce texte prévoyait 3 niveaux de ventilation non invasive en fonction de la dépendance des patients. C'est-à-dire que quand on avait une ventilation nocturne exclusive, moins que 8 heures, eh bien, c'était le niveau 1. Entre 8 et 16 heures, c'était le niveau 2. Et plus que 16 heures, eh bien, c'était le niveau 3. Il fallait un support de vie. Dans le niveau 2, il fallait des ventilations à batterie, mais qui n'étaient pas nécessairement des supports de vie. Et dans la ventilation de niveau 1, et pour les hypercapnies diurnes ou nocturnes corrigées seulement par une ventilation nocturne, eh bien, une BiPAP sans batterie pouvait suffire. Le problème de ce texte, c'est que, une fois que ce texte était écrit, ce texte n'a pas d'autorité réellement. Il doit être transmis au ministère et c'est l'organisme qui s'appelle le CEPS, le Comité d'évaluation des produits de santé, qui devait fixer un tarif préfigurateur pour pour ce nouveau texte. Mais ça n'a jamais été fait, si bien que c'est resté lettre morte. Néanmoins, ce texte prévoyait que les kinésithérapeutes ou un médecin pouvait faire une installation de VNI au domicile du patient en suivant certaines recommandations. Encore une fois, ce texte n'a jamais été appliqué. Donc, il prévoyait à J1 que le patient était installé, la VNI était installée, initiée à domicile,
Ensuite, à J2, éventuellement, on recueillait l'oxymétrie. À J3, on réajustait les réglages, etc. Il y avait toute une procédure jusqu'à J28. Je vous demande éventuellement de retenir ce terme, 1 mois à peu près. Eh bien, à J28, on considérait que l'installation était terminée. Par contre, en cas d'échec au cours de ce premier mois, eh bien, le patient devait être référé à un service ayant l'expérience de la ventilation non invasive. Donc ça, c'est très important parce que vous voyez que le texte prévoyait qu'il y avait une possibilité de recours en cas d'échec au bout d'un mois. On en arrive donc à notre fameux papier qui se pose la question de l'installation au domicile du VNI. Est-ce que c'est aussi efficace qu'une installation à l'hôpital? Finalement, c'est l'objectif de leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? C'est le protocole qui s'appelle Reconsidère. Ils l'appellent Reconsidère. Bon. Et ils prennent des patients en état stable, tous BPCO, des patients, vous voyez, vous avez sur la droite ici les critères d'inclusion, des VEMS à moins que 50% de la valeur prédite, une PCO2 à plus que 45 mm de mercure ou 6 kPa, sans exacerbation dans les 2 dernières semaines, et puis qui donnent leur consentement. Ils excluent les incidents cardiaques sévères ou instables, et puis ils excluent aussi les gens qui vivent dans des nursing homes. Voilà. Et puis, ils excluent aussi les patients qui sont déjà sous pression positive continue ou ventilation non invasive. Ils randomisent 67 patients. Ils ont 117 patients sont référés. La visite, ils randomisent 67 patients. 33 patients vont être installés à domicile et 34 patients vont être installés à l'hôpital. Je dois vous mentionner ici, je pourrais vous donner les détails ultérieurement, que ces patients, le critère d'installation n'était pas un critère de correction de la PCO2, le critère de fin d'installation, c'était que le patient, avant de sortir de l'hôpital ou à domicile, il était considéré comme installé avec sa VNI, quand il arrivait à dormir, pas forcément dormir, mais quand il arrive à en faire 6 heures dans une nuit, on considérait l'installation terminée. Vous voyez qu'on perd un certain nombre de patients entre l'inclusion, la randomisation et l'analyse du critère de jugement principal. On se retrouve avec seulement 73% de la population qui est analysée sur le critère de jugement principal au final. Donc, c'était des vrais patients de PCO, vous pouvez voir, 63 ans, des BMI à 25 à peu près. Donc, un petit contingent de patients, une installation à domicile chez des patients en état stable. Ce que montre le protocole, et vous le voyez, il le résume ici finalement sur cette figure, c'est qu'il ne trouve pas de différence entre l'évolution de la PCO2, qui était le critère de jugement principal, que vous soyez installé à la maison ou à l'hôpital, et je tiens à signaler que le critère de jugement principal était mesuré à 6 mois. Donc, c'était l'objectif de le critère de jugement principal de ce protocole. C'était la PaCO2 à 6 mois. Et vous avez ici les chiffres, vous voyez, à la maison, on a une PCO2 initiale de 7,3 qui tombe à 6,4, donc en moyenne ils perdent presque 1 kPa, un peu moins, 0,9 kPa. Et vous voyez qu'à l'hôpital, ils partent de 7,4 et ils tombent à 6,4, donc en gros ils perdent 1 kPa en moyenne, on va dire, de PCO2. Bien sûr, la PO2 s'améliore, les bicards s'améliorent aussi. Critères de jugement secondaire, c'était les coûts. Donc, ils mettent en évidence, bien sûr, que les coûts qui sont des coûts directs d'hospitalisation, c'est-à-dire de coûts d'hospitalisation, le temps des infirmières, les temps de trajet, les temps de trajet pour les infirmières, mais aussi pour les patients, et le matériel. Et ils mettent en évidence, évidemment, que ça coûte bien moins cher à la maison qu'à l'hôpital. C'est un critère de jugement secondaire. Alors, moi, je voulais attirer votre attention sur ce protocole et je vous propose de le relire le papier au calme avec la lecture qu'on va en faire maintenant, avec l'interprétation que je vais en faire maintenant.
c'est un essai de non-infériorité. Donc, les essais de non-infériorité, je vais pousser un peu, ça me gêne. Les essais de non-infériorité, d'accord, qui sont, vous le verrez, non-infériorité trial, c'est pas très compliqué. Ils sont souvent appelés, par abus de langage, des essais d'équivalence. C'est différent, l'essai de non-infériorité de l'équivalence, il faudra s'en méfier, on va y revenir. Et ce sont des essais qui sont de plus en plus utilisés. La méthodologie et les techniques de ces essais sont connues depuis 30 ans, mais en fait ont été initialement peu utilisées. Et aujourd'hui, dans le médicament, c'est beaucoup utilisé, puisque les nouvelles drogues sont plus testées pour l'amélioration, mais parfois pour la non-infériorité qu'elle donne par rapport à une drogue concurrente, ou déjà sur le marché plus exactement. Il faut savoir qu'un essai de non-infériorité ne permet jamais de conclure que le traitement qu'on étudie, ici ce ne sera pas le traitement mais c'est la mise en place à domicile, a une efficacité identique à celle du traitement de référence, c'est-à-dire ici l'installation à l'hôpital, qui est notre traitement de référence, mais simplement qu'il a une efficacité suffisante. Et on va voir comment c'est déterminé. L'essai de non-infériorité, il permet d'éliminer raisonnablement la possibilité que le traitement étudié soit nettement moins efficace que le traitement de référence. Mais il faut se méfier parce qu'il ne permet pas du tout d'exclure que le nouveau traitement soit en réalité moins efficace que le traitement de référence. C'est-à-dire ici, il ne permettra pas de conclure nécessairement que l'installation au domicile est moins efficace que le traitement de référence. La seule chose qui soit acquise, au risque alpha qu'on va déterminer, c'est que la perte d'efficacité, elle est inférieure à la limite qu'on va consentir. Et vous voyez que tout l'essai va être bâti comme ça, je vais vous le montrer, c'est-à-dire qu'on va fixer une borne qu'on appelle de non-infériorité. Donc, je vais y revenir sur cette borne ensuite. Qu'est-ce que l'approche de non-infériorité ? Il faut savoir que l'approche de non-infériorité ne produit pas des arguments en faveur de l'utilisation d'un nouveau traitement. On n'est pas à dire que le nouveau traitement est mieux, et simplement, on dit que le nouveau traitement peut apporter des avantages si un autre objectif a une supériorité manifeste par rapport au traitement habituel. Et là, vous voyez bien que l'essai est construit sur, on regarde si la PCO2 est équivalente, et non inférieure lorsque la mise en place est faite au domicile par rapport à l'hôpital, au prix d'une supériorité manifeste. Et la supériorité manifeste, c'est le coût que va coûter l'installation, enfin le coût de santé de cette intervention. Et donc, il faut toujours, dans un essai de non-infériorité, avoir un objectif de supériorité sur quelque chose. Et donc, par exemple, dans les essais, les avantages pouvant justifier une recherche d'équivalence, c'est la fréquence des effets secondaires. Vous avez par exemple une drogue A qui est très efficace, mais qui a beaucoup d'effets secondaires. La drogue B, on va se permettre un peu moins d'efficacité, mais parce qu'elle a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça, c'est très important parce que les patients seront plus observants ou je ne sais pas quoi, ou refuseront moins le traitement ou des choses comme ça. Ou une facilité d'utilisation plus grande. Par exemple, là, c'est ce qui est marqué, les voies d'administration plus simples. Un traitement A peut être super efficace, mais il faut 14 infirmières pour le malade pour le administrer, alors que le traitement B, il est un peu moins efficace, mais un petit médicament suffit par jour. Donc voilà. Ou des chirurgies moins délabrantes, ou des choses comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez toujours imaginer, donc la non-infériorité, on l'a fait sur un critère de jugement, mais il faut qu'un autre critère soit largement positif. Et effectivement, ici, la supériorité manifeste, eh bien, c'était sur le coût de l'intervention. D'accord ? Alors, le problème qu'on a majeur dans ce papier, c'est que vous voyez les coûts là, qui sont très différents. Donc, moi, je ne les remets pas en question, ces coûts. Ils ont fait leurs calculs, le matériel, combien ça a coûté, combien ça coûte une hospitalisation, etc. Donc ça paraît très bien, mais il y a deux problèmes. C'est ce coût-là est un objectif secondaire. Et donc, méthodologiquement, il ne peut être qu'exploratoire. Et il aurait fallu construire un essai où il y avait une hiérarchie
dans avec deux objectifs principaux. Donc, c'est ce qu'on appelle des essais hiérarchiques, c'est-à-dire que la différence, la non-infériorité sur la PaCO2 devait être assortie d'un autre objectif principal qui était le moindre coût. Or là, ils l'ont mis en objectif secondaire. Donc, ce n'est pas méthodologiquement valide. Et la deuxième aspect, c'est que compter les coûts simplement comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas valide. Ce n'est pas des modèles médico-économiques. Ça, ce n'est pas une étude médico-économique. Les modèles médico-économiques, vous les connaissez peut-être, c'est les ratios coût-utilité ou coût-efficacité. En tout cas, c'est des modèles très, très complets. Ce n'est pas seulement faire l'addition de combien ont coûté les machines et combien ont coûté les infirmières pour installer les VNI. Ça, c'est absolument pas, ça donne une information, mais ce n'est pas quelque chose de valide pour juger de l'efficacité médico-économique de cette intervention. Donc maintenant, vous voyez la première critique est que, encore une fois, la supériorité manifeste d'un élément, eh bien en fait, elle n'est pas tout à fait valide. Maintenant, nous allons discuter la marge d'équivalence. Donc quand on fait un essai de non-infériorité, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe une marge. Je suis désolé, est-ce que je peux enlever ça? Je prends 2 secondes. Arrêtez la vidéo. Vas-y, dis-moi. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, ça c'est parfait. Ok, j'arrête la vidéo. Donc, dans un essai d'infériorité, voilà le principe méthodologique. On va fixer une marge d'équivalence qui correspond en fait à la plus grande perte d'efficacité qu'on peut tolérer pour conclure que le traitement qu'on essaye n'est pas inférieur à l'autre. En d'autres termes, pour conclure que l'installation à domicile d'une VNI eh bien, n'est pas inférieure pour la PaCO2 à l'installation à l'hôpital. Et cette marge d'équivalence, elle est clinique, d'accord? C'est-à-dire, c'est ce que peuvent admettre les cliniciens. Et donc, l'hypothèse, donc on va fixer que la différence entre la moyenne de PCO2 à domicile moins la moyenne de PCO2 à la maison, eh bien là, ils ont fixé 0,4 kPa. D'accord? Donc, 0,4 kPa, ça paraît rien. Et à première vue, comme ça, on se dit, oh ben, grosso modo, si je suis dans la marge d'infériorité à moins que 0,4, eh bien, je considérerai que mon essai n'est pas non inférieur. Okay, que ma façon d'installer la VNI à domicile n'est pas inférieure à l'installation à l'hôpital. Et l'hypothèse statistique du coup qui est faite, donc c'est que cette différence est supérieure au delta d'équivalence, c'est-à-dire qu'on se fixe à 0,4, d'accord, et on va essayer de rejeter l'hypothèse H0, c'est-à-dire que le test statistique va consister à ce que la différence observée va être supérieure à la différence qu'on concède. Et si c'est le cas, eh bien, on rejettera, la différence observée est supérieure à la différence d'équivalence. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si je suis à 0,5, eh bien, je vais rejeter l'hypothèse. Okay, je vais accepter l'hypothèse. Regardez, c'est mieux exprimé sur mon graphe. Je fais la VNI à l'hôpital. La VNI à domicile est non inférieure. La parfaite non-infériorité, ce serait 0. D'accord? La différence entre la PaCO2 à domicile et la PaCO2 à l'hôpital, d'accord, la parfaite équivalence serait 0. Mais en fait, je vais me permettre que la VNI à domicile soit un point moins efficace avec une différence maximale à 0,4 kPa. Donc, c'est ça que je vais fixer. Et si on admet 0,4 kPa, c'est-à-dire 7 x 4, 28, je ne sais pas, moins de 5 mm de mercure ou quelque chose comme ça, je considérais que mon traitement n'est pas inférieur, que ma façon de faire n'est pas inférieure. Donc, vous l'avez ici. J'ai mon 0,4, d'accord? Eh bien, si mon hypothèse, si je suis de différence, si je suis à plus que 0,4 kPa de différence entre l'installation à domicile et l'installation à l'hôpital, je dirais que mon hypothèse H0 est conservée, c'est-à-dire que mon traitement est inférieur, le fait d'installer la VNI à domicile est inférieur, avec son intervalle de confiance, ici, la différence, la moyenne sera là, avec l'intervalle de confiance à 95%,
Et il faut que tout l'intervalle de confiance à 95% soit supérieur. D'accord? Si je suis supérieur ici, eh bien, mon hypothèse H0 est conservée. Ça veut dire que mon traitement n'est pas non inférieur. Il est inférieur en réalité. Une hypothèse qui peut être rejetée, c'est si ma différence, d'accord, observée, elle est à moins de 0,4 et que son intervalle de confiance est à moins de 0,4. Vous voyez l'intervalle de confiance à 95% ici, cinquième et 95%, eh bien, il est inférieur à 0,4 kPa. Et là, je pourrais admettre que le fait d'installer une VNI à domicile n'est pas inférieur, à la limite près de 0,4, okay, au fait d'installer une VNI à l'hôpital. Donc ça, c'est la théorie. Et maintenant, on va regarder ce que ça veut dire ces 0,4, qui effectivement, sur un plan clinique, ne vaut rien. D'accord? Pour ceux qui parlent en millimètres de mercure, je prends juste 10 secondes. 0,4 fois 7,5, d'accord? Ça fait 3 mm de mercure. Donc, effectivement, on a l'impression que cliniquement, c'est rien du tout. C'est 0,4 kPa de différence de concession maximum, d'accord? Et comment les auteurs nous justifient ça? Ils nous disent qu'ils se fixent une borne de 0,4 parce que ça semble cliniquement non relevant, ce genre de décision-là, et que la décision a été prise, d'accord, sur le fait que tous les essais cliniques, eh bien, ils corrigent d'au moins 45 mm de mercure la PaCO2. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a l'impression que cliniquement, c'est valide. Mais vous avez bien vu, tout à l'heure, j'ai insisté un peu là-dessus, que dans cet essai, par exemple, la PaCO2 s'améliore de quasiment 1 kPa. D'accord? Elle s'améliore entre le début et la fin de les 6 mois, elle s'est améliorée de 1 kPa. Et vous voyez que 0,4, en fait, ça correspond à 40% de l'amélioration. Au final, on est capable, les cliniciens ici font une concession sur 40% de l'efficacité. Je ne sais pas si je suis clair, mais quand on a une correction de 1 kPa, d'accord, et qu'on admet qu'une variation de 0,4 en défaveur peut être admise, eh bien, c'est qu'on concède 40% de l'efficacité moyenne. Donc, ce n'est pas complètement rien. Là, en l'occurrence, on a l'impression que 3 mm de mercure, c'est rien du tout cliniquement, mais au final, ça peut donner une concession très importante en termes de perte d'efficacité. D'accord ? Et si on admet une différence de 0,05, c'est-à-dire entre 0,45 kPa, qui est la correction moyenne, la correction minimale que peut apporter une VNI par rapport à un placebo, ça veut dire qu'on se situe, on est capable de concéder que la VNI va améliorer que 0,05% du placebo en quelque sorte. Donc vous voyez, si on raisonne en termes de chiffres qu'on a concédés, on ne ferait pas beaucoup mieux, on est capable de concéder 0,4 qui paraît rien, et si on considère que 0,45 c'est ce qu'améliore au minimum la VNI, ben 0,4 on est quand même capable de le concéder, ça veut dire que par rapport au placebo, il ne nous reste plus beaucoup de marge. Voyez, donc c'est un peu ça qu'il faut, quand on lit des études de non-infériorité, à réussir un peu à critiquer en quelque sorte. Donc, juste pour finir avec l'essai de non-infériorité, eh bien, on analyse en fait en pair protocole. Les essais sont analysés en pair protocole pour essayer de maximiser la différence. Contrairement à l'essai de supériorité, quand on fait un essai classique, randomisé, contrôlé de supériorité, on veut qu'un traitement A mette en évidence qu'il est mieux qu'un traitement B. Là, on va faire une analyse en intention de traiter, c'est-à-dire qu'on va analyser tous les patients, y compris ceux qui ont eu des dérives au protocole, pour minimiser, on cherche à minimiser, à être conservateur sur la différence, c'est-à-dire on minimise la différence pour dire, ben oui, s'il y a vraiment une différence, étant donné qu'on a cherché à la minimiser, et bien là, s'il y a vraiment une différence, ça veut dire que la différence existe. Dans l'essai de non-infériorité ou d'équivalence, eh bien, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser la différence. On essaie de maximiser la différence pour dire que si
effectivement on ne trouve pas de différence, c'est-à-dire qu'on rejette l'hypothèse H0, eh bien, on aura mis toutes les chances de notre côté pour dire que ces deux traitements sont non inférieurs ou équivalents. D'accord? Et là, vous voyez, donc je reviens sur la PaCO2. Okay, donc là, c'est l'étude de Deriverman, où je vous ai montré ça tout à l'heure. Ça passe de 7,3 à 6,4, donc ils perdent 0,9, je l'ai déjà dit. Et vous voyez que la différence entre les deux bras, entre les deux groupes, elle est de 0,04 en moyenne. Donc ça, c'est relativement rassurant. On perd très peu d'efficacité de la mise en place à BNI. Mais regardez l'intervalle de confiance. Il approche les 0,40. En d'autres termes, vous voyez qu'on est très proche de la marge maximale qu'on s'est fixée de 0,40. Donc, sur un tout petit effectif comme ça, l'intervalle de confiance, il va de moins 0,31 à 0,38. Ça veut dire que effectivement, on est inférieur à nos 0,40 qu'on est capable de concéder, mais vous voyez qu'on n'est pas si loin de nos 0,40. Ça veut dire que en moyenne, on voit 0,04, mais c'est compatible entre une variation entre moins 0,31, qui serait en faveur de la BNI à domicile, on est d'accord, mais c'est compatible aussi avec plus 0,38, qui serait presque en faveur de l'installation à l'hôpital. Et du coup, c'est pas si évident que ça, vous voyez, que c'est non inférieur. Si maintenant je passe sur l'intention de traiter, sur le résultat en pair protocole, et bien vous voyez que là, on arrive à notre barrière de 0,4. Donc, les résultats, ici, sont bien compatibles avec une différence de 0,4 kPa entre l'installation à domicile et l'installation à l'hôpital. Alors, je suis d'accord aussi avec vous que c'est de l'autre côté, c'est moins 0,3. Mais vous voyez que cet intervalle de confiance est assez large, si bien que, eh ben, voilà, c'est quand même très discutable parce que ce que veut dire l'intervalle de confiance, c'est que si on refaisait une étude, il n'est pas certain qu'on ne tombe pas sur moins 0,3, ça serait bien en faveur de l'hôpital, du domicile, mais ce n'est pas sûr qu'on ne tombe pas sur 0,4 qui serait en faveur de l'hôpital. Et voilà, encore une fois, pardon, alors là je croyais avoir mis ma conclusion, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc encore une fois, vous voyez que ces essais de non-infériorité sont des essais qui sont très, très séduisants. Là, c'est une évidence d'avoir choisi ça, puisque la question posée, c'est finalement si j'installe une BNI à domicile, est-ce que je suis non inférieur que si je l'installe à domicile? Donc, tout nous pousse à penser que c'est probablement le cas, mais vous voyez que le choix, et c'est très important, le choix de la marge d'équivalence, elle est essentielle. Et bien sûr, le choix la marge d'équivalence, eh bien, elle conditionne l'effectif, elle conditionne le résultat, en fait, et l'interprétation des résultats. Donc voilà. Moi, j'ai à peu près j'ai fini ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est ouvert pour les questions et pour les précisions. Super. Merci beaucoup, Jean-Christian. Si tu veux, tu n'es pas obligé, mais tu peux arrêter l'enregistrement. Alors, Et écoute, tu cherches. Il faut retrouver le petit bouton de tout à ah l'heure. oui, oui, oui. Et du coup, je fais Normalement, il y a un arrêté. Conversation. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Ouais, parfait.